Bonjour à tous et bienvenue pour l'interview des Changemakers. Donc moi, c'est Julie Huguet de freelance.com. Et avec le groupe, on a décidé de mettre en valeur notre communauté de Changemakers parce qu'en fait, il y a énormément d'hommes et de femmes qui, partant d'un constat, d'un ras-le-bol dans leur vie privée, dans leur vie pro, ont décidé de mettre en place des changements radicaux, de créer des sociétés, d'innover, parfois même une volonté de changer le monde. Et c'est ça qu'on a vraiment envie de vous faire partager dans cette interview. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Laetitia Vito. Bienvenue. Tu es auteure et conférencière, Laetitia, sur le sujet du Future of Work, qui est un sujet qui nous concerne tous. Tu as toi-même fait le choix de changer ta manière de travailler. Tu en as fait un sujet d'étude. Et finalement, tu t'es rendu compte qu'il y avait de grandes transformations qui ont lieu en ce moment. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. J'ai envie de commencer avec une question très simple finalement. Pour toi, déjà, à la base, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à un moment donné pour que tu décides un changement ? Moi, mon problème, c'est que j'aimais pas le travail, en fait. C'était toujours soit c'était aliénant, en partie ennuyeux, ou alors il y avait des contraintes qui me plaisaient pas, et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout être managée, et que si j'aimais pas être managée, c'est que souvent, notamment dans les postes que j'ai eu en entreprise, il y avait un peu de culture du présentéisme, un peu ou beaucoup, et je me sentais en fait pas du tout capable d'être efficace, d'être autonome, d'être libre d'organiser mon temps, ma journée, mes priorités. Donc, je pense que c'est vraiment parti d'un ras-le-bol. Une frustration. Voilà, exactement. Surtout en entreprise. J'ai aussi été fonctionnaire. C'était d'autres sujets, d'autres problèmes. Mais j'ai bossé dans une boîte de la tech et je me suis rendu compte dans cette boîte, c'était à Londres, comme quoi c'est pas très différent de la France, qu'il y avait très très peu de femmes avec enfants. Donc il y avait des femmes, quelques-unes, il y avait des hommes qui avaient des enfants, mais il n'y avait pas de femmes qui avaient des enfants. Et ça disait beaucoup de choses sur l'organisation du travail caractéristique de cette boîte. Et je pense que d'ailleurs c'est un bon indicateur et un bon indicateur de changement dans une boîte. C'est pas seulement de regarder la proportion hommes-femmes, c'est aussi de voir est-ce qu'il y a des femmes avec enfants, est-ce qu'il y a des mères dans votre équipe. S'il n'y en a pas, c'est probablement qu'il y a un management toxique, un présentéisme abusif ou des critères qui sont définis de telle manière que ça va exclure une partie des actifs de pouvoir travailler en toute autonomie, etc. Parce qu'elles n'ont pas du tout envie de rester à la maison à changer des couches en permanence. Elles ont envie de travailler tout autant. Par contre, souvent, les mères étant avec cette charge de travail plus importante, moi quand j'avais des jeunes enfants, c'était particulièrement vrai. On a besoin d'être ultra efficace et de faire l'économie de tout ce gaspillage qui consiste à se montrer au bureau. La partie politique. La partie politique, etc. Donc ça, c'était une grosse révélation quand j'ai vu que dans cette boîte, il n'y en avait pas d'autres. Déjà aussi, il y avait personne à qui s'identifier. Et les gens, mon manager, il avait juste pas idée que non, je ne faisais pas le Zoom à 22h avec l'équipe de Tel Aviv parce que j'avais besoin de parler avec mes enfants, etc. Et que non, les voyages comme ça tout le temps, ça me saoulait. Et donc, je suis partie, j'ai créé ma propre entreprise. Et c'est vrai que beaucoup des sujets qui étaient mon propre mal-être, soit l'ennui, soit la déprime, la gestion du temps, ou la confrontation avec une culture d'entreprise qui me correspondait pas, qu'en fait, c'était des sujets qui étaient beaucoup plus larges que moi. Et je suis beaucoup partie de ce sujet-là, des reconversions professionnelles. Puis, ça a été le freelancing, parce que c'est un des modèles qui s'impose pour pouvoir reprendre possession. Tu as écrit du labeur à l'ouvrage. Alors ça c'est après des années que j'ai mis ensemble toutes les idées que j'avais développées au bout de plusieurs années. Je l'ai sorti il y a un peu plus d'un an maintenant pour dire en fait c'est quoi ma thèse. Et ma thèse en fait c'est celle-là et c'est comme ça que je peux définir le futur du travail, c'est qu'on change de paradigme. On a hérité d'un rapport au travail qui vient un peu au pro de l'ère industrielle dans laquelle on avait un package, un poste, un emploi, c'était un package en échange d'une aliénation qui prenait la forme d'un travail ennuyeux ou éventuellement répétitif, la division du travail fordiste, et la subordination, le lien de subordination salariale, en échange de tout ça. Tout ce qui, toi, t'avais toi-même m'avait frustré exactement, dans ton expérience. Exactement. Mais avant, dans le modèle industriel, c'était un modèle qui était rendu acceptable par plein de contreparties. Donc, en échange de cette aliénation, on renonçait un peu à sa liberté, mais en échange, on avait beaucoup de contreparties, la sécurité de l'emploi, la protection
protection sociale. Au cours du XXe siècle, il y a plein d'avantages qui se sont créés. C'est les congés payés, la retraite très généreuse au milieu du XXe siècle. On savait que si on arrivait jusqu'à l'âge de la retraite, on était tranquille, on pouvait se reposer. On avait des syndicats qui étaient puissants, qui se battaient pour vous pour gagner toujours plus, pour avoir des meilleures conditions de travail. Il y avait un sens d'identité aussi. On savait que ce qu'on faisait, c'était bon pour l'entreprise, mais c'était aussi bon pour l'économie dans son ensemble. Et aujourd'hui, ça, tu penses que ça marche plus, ça suffit plus? Eh bien, aujourd'hui, en fait, ce qu'on remarque, c'est que ce package, j'appelle ça l'agrégat dans le livre du labeur à l'ouvrage, mais il se désagrège. Mais il se désagrège, en fait, depuis déjà... Ça date pas que de la pandémie, ça date pas non plus que de la révolution industrielle, de la révolution numérique. Ça fait déjà une quarantaine d'années, et c'est ça le changement de paradigme. Une quarantaine d'années, il y a eu la mondialisation, il y a eu la financiarisation de l'économie qui fait que petit à petit on a arrêté d'offrir un emploi à vie. Il y a eu donc la loyauté côté employeur a commencé à se désagréger un peu, à décliner. On a eu évidemment la révolution numérique. À ça s'est ajouté la pandémie qui a encore plus fragmenté et désagrégé. Et du coup, on a beaucoup de gens qui ont cette aliénation au travail, mais qui n'ont pas les contreparties. Donc, on a même des gens qui ont toute l'aliénation, mais qui sont en apparence indépendants, mais qui sont pas vraiment indépendants finalement dans le quotidien de leur travail, ou qui sont très dépendants d'un donneur d'ordre. Et puis, on a de l'autre côté des gens aussi qui réinventent le salariat autour de notions de plus d'autonomie, etc., loin de cette aliénation qui caractérisait l'emploi industriel. Et il y a beaucoup plus de gens qui cherchent à retourner vers ces valeurs que j'appelle les valeurs de l'ouvrage, de l'artisanat, donc plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de créativité. Parmi les freelances, il y a beaucoup de gens qui s'identifient avec ces valeurs de l'artisanat et qui peuvent réinventer leur emploi autour de ça. Donc ils gardent on a besoin des contreparties, on a toujours besoin de se loger, on a toujours besoin de payer manger, les factures, de partir en vacances. Voilà, d'avoir la protection sociale. Si tu tombes malade, t'es content d'avoir une sécurité sociale. L'idée, c'est pas de revenir en arrière. L'idée, c'est de garder ses acquis, mais il y a aussi des nouveaux besoins. C'est-à-dire que tu sais que tu vas peut-être changer de voie, changer de métier. Donc ça, comment est-ce que tu assures une transition professionnelle? Donc tu as des nouvelles contreparties qui sont nécessaires et en fait, on les assemble de manière différente. Et puis pour une partie de la population, tu as cette aliénation, mais avec des contreparties qui se sont dégradées. Donc c'est un monde qui est très inégalitaire, beaucoup plus inégalitaire qu'avant, le monde du travail, avec des gens qui sont très précaires, mais sans aucune... très aliénés et très précaires. D'autres qui sont beaucoup moins aliénés et qui assument cette précarité pour en faire les moyens de finalement soit d'être plus autonome, plus libre, etc. Donc sur les il y a quand même ce choix à faire. Finalement, on n'a pas encore trouvé l'équilibre parfait, c'est-à-dire que tu fais quand même un choix entre, comme tu dis, soit le côté finance, soit tu peux pas tout avoir. Quoi. Ouais, alors sur ce qu'on appelle, on ne dit plus d'ailleurs les cols blancs, tu as un peu ce choix-là, c'est-à-dire soit tu vas jouer de ces institutions débiles qui font que tu as besoin d'une fiche de paye pour avoir accès au logement, même quand tu gagnes très très bien ta vie, reste un truc. Donc du coup, tu joues le jeu, tu repasses salarié pendant un petit moment, juste pour signer un bail, tu loues ton exactement. Bien. Ce qui est complètement absurde et ça disparaîtra à l'avenir à un moment. Je pense qu'on aura d'autres institutions qui sont capables de mesurer ta solvabilité de manière plus habile que sur une fiche de paye. Bien sûr. Parce qu'une fiche de paye, ça dit rien de si tu auras toujours un boulot dans un an en vrai. Tout à fait. Si tu y resteras, est-ce que tu resteras salarié? Du coup, je pense que ça, c'est des choses qui sont en train de changer assez rapidement. Et ce choix, il est réel pour beaucoup de gens qui sont sur des métiers créatifs, sur des postes salariés dans des entreprises de l'économie de la connaissance. Enfin, il y a plein de termes qui ont ce choix-là. Et puis pour d'autres, dans les services, les livraisons, les soins, etc., l'enseignement, là, c'est très difficile parce que souvent, ce choix ne leur est pas donné. Et la conséquence, quand on regarde l'ensemble du marché du travail, c'est que dans beaucoup de ces secteurs-là, c'est très dur de recruter. Aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter des serveurs, des serveuses de restaurants. On a énormément de mal à recruter des profs, des infirmières, etc. parce que les contreparties sont pas assez attractives et le boulot est très aliénant. On leur dit tu vas là, t'as pas le choix. Tu restes ta vie. Un enseignant, il est obligé. C'est tel établissement, il n'a pas le choix. Une infirmière, c'est la nuit pendant telle période, pas le choix. Et cette dimension-là, comme ça, très très contrainte, avec des contreparties qui sont pas terribles, ça fait que c'est des métiers qui sont qu'on choisit pas. Alors que souvent, c'est des vraies vocations, des gens passionnés et qui finalement se retrouvent découragés dans l'approche. C'est un énorme gâchis.
Et tu parlais d'accélération avec la période qu'on vient de traverser, la période Covid. Tu disais qu'il y avait déjà une transformation de ce monde du travail qui date finalement de 40 ans, que ça crée de plus en plus d'inégalités. On a commencé à en parler, on va peut-être aussi creuser ce sujet-là. Et puis tu nous as dit tout à l'heure que c'était accentué, tout ça était accentué par le Covid, par les 2 années qu'on vient de vivre. Donc ça a transformé les entreprises, la relation qu'on a avec notre travail. Toi, tu tires quoi comme enseignement de cette période-là? Tu penses que qu'est-ce qui a vraiment bougé? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, il y a beaucoup d'enseignements, mais je vais peut-être me concentrer sur un qui touche à notre rapport au temps et à cet héritage qu'on avait du monde industriel, qui est celui d'une journée organisée autour du travail de 8h à 18h ou de 8h à 19h, qui était déjà en décalage avec la réalité d'un travail créatif ou d'un travail intellectuel, et dans beaucoup de cas, en fait, ça ne s'y prête pas, parce qu'on a parfois des élans créatifs. On sait, quand on est graphiste, développeur, etc., même quand on fait des tableaux comptables, en fait, il y a des moments où on va être très concentré sur quelque chose, et d'autres moments, on est là, on digère, c'est pas notre heure, on n'est pas réveillé. On fait quelques mails, quelques trucs, etc. On n'est pas forcément très, très concentré. Et pourtant, on restait prisonnier de cette vision-là. Et puis, on avait toujours des managers qui disaient, non, mais si je les ai pas eu, comment est-ce que je sais qu'ils travaillent? Est-ce que je suis sûre qu'ils travaillent vraiment? Et cette question-là, non. C'est sûr que non, bien sûr. Que non. Mais en même temps, au bureau, on travaillait pas vraiment non plus. Au bureau, le présentéisme au bureau, ça existe. Exactement, c'est tout ce concept des bullshit jobs, etc. Où en fait, je me rappelle d'ailleurs semblant. Exactement. Et pour la petite anecdote, un de mes premiers jobs était en banque, et j'avais fait mon alternance dans la banque, et je me rappelle d'un conseiller financier qui venait me voir, puis il avait des petites pochettes bleues, parce que c'était tout papier, tout imprimé à l'époque, et il me disait, la technique, Julie, la technique, tu prends ta pochette et tu te balades avec dans le couloir, et tu peux aller parler aux petits copains. Avoir une pochette. Et si on te demande, tu dis que tu pars faire des photocopies. Les onglets qu'on ferme quand quelqu'un passe derrière, voilà. Quand on fait des trucs perso, etc. C'est plein de techniques comme ça pour faire semblant, passer son temps à faire semblant, parce qu'on fait acte de présence, en fait, on est vraiment obligé d'être là de 9h à 18h, et t'es obligé sur ce créneau-là. Exactement. Et donc, il y a plein d'entreprises qui pensaient que c'était pas possible, en fait, de faire autrement. Et cette question, est-ce que je suis sûre qu'il travaille, est-ce que je suis sûre qu'elle travaille? En fait, la réponse qu'on y a apportée, c'est que si je me pose cette question, c'est que je ne dispose pas des indicateurs de performance ou d'une organisation du travail qui permet aux gens de travailler de manière autonome. Tu n'es pas orienté résultat, mais plutôt temps de travail. Tu n'es peut-être pas dans la confiance aussi? Tu peux pas être dans la confiance quand c'est organisé de cette manière-là, ou quand c'est fait de cette manière-là. Quand tu n'es pas capable de dire si quelqu'un travaille, tu peux pas faire confiance. Mais c'est l'organisation du travail qui est le problème, c'est la définition des objectifs qui est le problème, c'est la manière dont les tâches sont distribuées au sein d'une équipe, c'est ça le problème. Donc c'est un sujet, fondamentalement, c'est un sujet d'organisation. Et le miracle qui s'est produit pendant la pandémie, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui, après quelques semaines très dures et pas mal de burn-out, ont réussi à surmonter des problèmes qu'on pensait insurmontables. Donc ça a été d'abord des problèmes techniques. Oh, la sécurité, pas possible. Prise en main des outils, les collaborateurs qui n'ont pas de portable. Exactement, l'équipement, tout ça. Donc tout ça, ça a été fait au cours des premiers mois, donc très très rapidement. Ensuite, ça a été des problèmes culturels. C'est est-ce que je sais qui travaille, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient plus utiles que d'autres, et que c'est pas forcément ceux qui étaient les plus visibles au bureau. C'est ça. Donc, espèce de retournement de pouvoir, en fait, en quelque sorte, où on a des introvertis, des femmes, alors qu'au bureau, c'est les mansplainers. Ceux qui jouent le politique, et qui restent ça va être de préférence des hommes, parce qu'il y a Bobonne à la maison. Ça va être de préférence, un type de profil très extraverti, qui prend la place, qui est capable de, Et ça, c'est vraiment le jeu politique, et qui se joue dans un bureau. On est comme des singes, on est des grands singes. Donc, et qu'on ne peut pas jouer depuis chez soi. Exactement. Et quand on est derrière un écran, et quand justement on s'est resserré sur la réalité du travail et des objectifs et de la performance, on se rend compte que c'est pas forcément les mêmes qui en fait font le job et sont importants. Et même à animer une équipe à distance, c'est pas tout à fait les mêmes codes. Et donc ça a ouvert des possibilités et des opportunités à d'autres profils, à d'autres personnes. Et moi, je suis convaincue que c'est un levier de diversité, de mixité, de partage du pouvoir qui est considérable. Alors moi, je suis surprise, et je voulais te poser la question. À la fois, quand tu poses la question aux entreprises du bilan Covid, on se rend compte que, alors
évidemment pour celles qui n'ont pas eu de ralentissement économique vraiment lié à la crise. Pour les autres, quand tu leur poses la question, le bilan est plutôt positif. Les collaborateurs ont géré, ils sont toujours là, même les embauches à distance se sont bien passées. Et en même temps, sur toutes les bouches, on entend comment faire revenir nos collaborateurs au bureau. Ouais. Et je m'interroge de pourquoi, moi. Exactement. Pourquoi on ne pose pas la question pourquoi avant de poser la question comment? Et la question comment, c'est partir du principe que ça ne se questionne pas. Or, la première question, c'est un petit peu comme est-ce que mon collaborateur travaille? Et il faut déjà savoir de quelle manière est-ce que je peux savoir s'il ou elle travaille. Là, c'est un peu la même chose. C'est pourquoi revenir au bureau? C'est la meilleure manière, en fait, de, in fine, répondre comment? Si la réponse est oui, si la réponse est il faut revenir un peu au bureau. Et évidemment, ça nous a manqué de nous voir, de partager ces moments de convivialité. Des moments moins formels. Exactement. La cohésion d'équipe, l'appartenance à la marque, etc. Tout à fait. Ou parfois, les échanges, en fait, on est quand même plus efficace sur certains types de travail, de tâches qui sont collaboratives. Les brainstorming. Ça va beaucoup plus vite. Ouais. Ça va aller beaucoup plus vite qu'à distance. Et puis la dimension plaisir fait que, justement, il y a moins d'aliénation parfois quand on est au bureau. Parce que quand on enchaîne 8, 9, 10 Zooms dans la journée, on a vraiment l'impression d'être une machine. C'est des Zooms d'une heure, tu n'as même pas le temps de te lever. Tu peux pas aller aux toilettes, tu es vraiment assis sur ta chaise en permanence. Et au bureau, à l'inverse, tu as l'impression d'être plus maîtresse de ton corps. Ce qui est un peu un paradoxe, parce que tu es dans un lieu qui n'est pas chez toi, etc. Et pourtant, tu te sens plus... Parce qu'on a créé des réflexes pendant des années, alors que chez soi, finalement... Oui, c'est ça. Puis c'est le problème des écrans, en fait. Cette espèce de fatigue cognitive d'avoir les yeux en permanence sur l'écran. On se rend compte que il y a plein de gens qui ont tout d'un coup plus de lunettes ou de la vue qui s'est dégradée, des tas de soucis physiques liés à la sédentarité. La sédentarité, c'est le tabagisme moderne, parce qu'on ne bouge pas assez. En fait, on a des problèmes physiques qui se développent. Donc voilà, de toute façon, il y a plein de choses très intéressantes et qui font que, bien sûr, on va continuer à avoir besoin de se voir physiquement, mais beaucoup d'entreprises là aujourd'hui sont en train de voir une espèce de compromis mou. Ils ne peuvent pas revenir en arrière sur le télétravail. Donc oui, bien sûr, il y aura 2 jours. Alors, c'est la majorité qui se dégage, c'est 2 jours de télétravail. Mais alors surtout pas le vendredi. C'est ça. Ouais, et surtout pas le lundi non plus. Non plus. Oui. Alors, on va pas partir en week-end. Voilà. Il faudrait surtout pas partir en week-end. Donc déjà, c'est toujours, encore une fois, ce manque de confiance et cette incapacité de déterminer si on travaille ou pas. Et puis l'autre truc, c'est la rigidité qui se remet sur ce qui va rester des 3 jours, avec la question du comment qui passe complètement à côté des vrais besoins des individus, qui sont pas tous formatés pareil. Ça va pas être que des gens qui se voient pour la convivialité. Il y a aussi des gens qui viennent pour travailler au bureau parce qu'à la maison, il y a des enfants en bas âge, où ils n'ont pas de Wi-Fi qui marche bien, où ils habitent dans un 25 mètres carrés, et il y a des problèmes de fuite d'eau et je ne sais quoi. Mais voilà, on n'est pas logé à la même enseigne. Tout à fait. Et donc, le bureau, en fait, c'est une palette de besoins qui peuvent être remplis, qui ne sont pas uniquement la convivialité, par exemple. Mais souvent, en se posant la question du comment, on nommait la question du pourquoi et on nommait la question des points de vue dans leur diversité, qui vont être ceux de parents avec enfants, de gens qui ont des conditions de logement difficiles, de gens qui ont des temps de trajet seuls aussi, et des gens qui sont seuls, retrouvent une vie sociale au bureau, des copains de travail. Exactement. Donc ma crainte, c'est que on réinjecte beaucoup de rigidité et une vision, encore une fois, qui n'intègre pas des points de vue différents. Mais c'est là où je suis optimiste. On est dans une période où le principal goulot d'étranglement, c'est le recrutement. Parce que comme il y a des entreprises qui ont compris qu'il fallait autonomiser, responsabiliser et permettre un travail plus créatif, eh bien, il y a des alternatives. Dans beaucoup de secteurs, il y a des opportunités plus grandes. Il y a aussi des opportunités de travailler en freelance avec des entreprises qui pouvaient autrefois être votre employeur. Et du coup, si les conditions de travail sont pénibles et désagréables, eh bien, on va dire merci, mais non merci, pour reprendre le titre d'un livre qui a cartonné cette année de Céline Alix, et quitter l'organisation. Et donc, ça va devenir un enjeu de recrutement que de permettre des conditions de travail qui assurent cette autonomie, cette possibilité de maîtriser son temps, d'intégrer en fait les éléments de sa vie privée, de sa vie professionnelle. D'ailleurs, il y a des entreprises qui en ont fait un vrai sujet, leur politique RH, et qui pensent au bien-être de leurs collaborateurs, au recrutement futur. Je pense notamment à Shine, qui propose à ses collaborateurs de travailler en freelance une journée par semaine. Faut oser quelque part. C'est un peu
C'est un peu comme en amour où on se dit plus t'étouffes la personne, plus t'as de chance qu'elle s'en aille. Et là, c'est lui donner un peu de liberté en se disant que peut-être qu'elle partira, mais elle aura peut-être envie de revenir aussi plus tard. Et on est un peu dans cette logique-là. Et elle reviendra autrement. C'est-à-dire comme en amour, ça reste un ami, ça reste quelqu'un avec qui vous allez avoir des bons moments. Là, ça amènera peut-être même des clients. C'est ça. La cooptation, c'est que c'est vraiment un gros enjeu du recrutement. Donc, il va envoyer des candidats, qui va envoyer des clients, qui va devenir client ou qui va devenir prestataire, etc. En fait, c'est une logique d'écosystème. C'est que finalement, en gardant un bon contact avec cette communauté élargie, on sort gagnant de tout ça. Donc, je suis quand même plutôt optimiste sur le fait qu'il y ait des choses qui vont changer et les opportunités qu'il y a, en fait, aussi à plus de diversité dans le partage du pouvoir, en fait. Parce que ce qu'on observe beaucoup, c'est que souvent, la question de la diversité, c'est un sujet de recrutement. On se dit, allez, on va avoir plus de femmes, un peu plus de minorités, etc. On va y arriver. Et puis, on recrute. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques années, beaucoup de ces personnes, notamment femmes, s'en vont. Et donc, il y a un gros trou au niveau de la quarantaine, quoi. Allez, entre 40 et 50 ans, tout d'un coup, il n'y a pas de femmes. Et ça correspond, si on suit des carrières linéaires, à des postes de direction de différents business units, etc. Là, tout d'un coup, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup moins. Et c'est là que le bas blesse, alors qu'en bas, il y a une bonne diversité, mais après, ça s'amenuise. Tout d'un coup, il y a que des hommes, quoi. Voilà. Et beaucoup de grandes entreprises sont dans cette problématique-là. Elles disent, on comprend pas. Les femmes, elles s'en vont. Franchement, elles manquent d'ambition. Il y a un problème. Oui, ça manque d'ambition. Ça manque d'ambition. Les femmes, c'est bien connu. Donc, évidemment, c'est pas ça le sujet. Évidemment, c'est pas un manque d'ambition. C'est que c'est une organisation du travail, une manière de penser le travail qui, en fait, élimine des personnes qui vivent avec des contraintes plus importantes dans leur vie à cause d'un partage inégalitaire dans la sphère domestique, des tâches domestiques. Oui, c'est bien de ça aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté entreprise qui joue. Il y a aussi comment ça se joue la vie et la manière dont ça s'articule, en fait. Et bien sûr, c'est dans le foyer que se jouent ces inégalités qui se répercutent sur la vie professionnelle. Et l'entreprise, elle a une carte à jouer. C'est qu'en donnant plus d'autonomie, plus de flexibilité, en éliminant cette culture du présentéisme, elle permet à notamment des femmes, mais ça peut être aussi des pères ambitieux, de continuer à être très performants et de monter dans l'échelle parce que en ayant des congés enfants malades, quoi. Tout en ayant des congés, mais parce que souvent, en congé enfant malade, en fait, on télétravaille. Ou voilà, une autre innovation qui serait bien dans le futur, c'est de pouvoir passer la garde d'enfants en note de frais. Pour l'instant, ça n'existe pas. Ah non, l'hôtel, oui, le restaurant avec les clients, oui, le transport, oui, la garde d'enfants, vous n'y pensez pas. Parce que tout ça, c'était des catégories qui ont été pensées quand c'était papa au travail, maman à la maison. Bien sûr. Et maintenant, ça n'existe pas. Ça, la plupart des couples sont des couples à deux carrières. Et sans parler des couples divorcés aussi. Sans parler des parents célibataires. Sur 2, hommes ou femmes. Un parent sur 3 est célibataire, ou quelque chose comme ça, ou un sur 4. Donc, de toute façon, bien sûr, ça ne colle plus à la réalité. Et donc, moi, je milite pour ça, que les entreprises puissent faire passer ça en note de frais. C'est-à-dire financer la garde d'enfants. Alors, il y a des crèches d'entreprise, il y a des choses qui, évidemment, existent, mais aussi que les entrepreneurs, les freelances puissent passer ça en note de frais. Et du coup, il y aura aussi tout un secteur de garde d'enfants qui se développe avec comme clients des entreprises. Et là, il y a vraiment énormément de choses à faire pour pouvoir un peu, avoir un terrain qui soit plus égalitaire et qui permette de mieux partager le pouvoir. Bon, c'est super intéressant. On aura envie de creuser pendant des heures. On arrive au bout du timing pour ce premier podcast. Je pense que ça vaudra le coup qu'on en prévoit peut-être d'autres pour creuser la thématique. Il y a encore d'autres sujets. Exactement. En tout cas, je te remercie beaucoup pour toutes tes réponses. Et puis, peut-être quand même une dernière question. J'en bafouille pour la fin. Le future of work, parce que finalement, c'était la thématique de cette interview et on se rend compte qu'on a parlé que de l'actual work. Ouais. C'est quoi le future of work pour toi en quelques phrases? Le future of work, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, mais c'est inégalement réparti. Et donc, je sais pas, pour résumer tout ce qu'on a dit, c'est une espèce de retour à des valeurs de l'artisanat qui nous amène à être beaucoup plus créatifs, beaucoup plus autonomes, beaucoup plus responsables. Et je pense qu'on va aller davantage dans cette direction-là. Et le futur sera peut-être mieux réparti. Le présent du travail sera peut-être mieux réparti dans le futur. Excellent. Bon, je te remercie, Laetitia. Merci, Julie. Merci à tous. Donc, vous retrouvez cette interview en vidéo et podcast sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas à nous suivre. D'autres interviews sont à venir.